Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la neige en novembre, de la Bourgogne à la Lorraine, il est tombé jusqu'à 10 cm en plaine. Vols retardés, routes encombrées. Tania Young nous dira s'il faut en attendre davantage. Faut-il augmenter les salaires? Des études soulignent le déséquilibre entre profit et fiche de paie dans les pays occidentaux. La crise aurait favorisé l'actionnaire au détriment du salarié. Une très longue audition. Dominique de Villepin a été entendu pendant plus de 5 heures par le juge Van Runebeek dans l'affaire Karachi. En quoi ce témoignage a-t-il fait avancer l'enquête? Dominique Verdaillan est sur place. Le documentaire de la BBC qui secoue l'Angleterre, des milliers d'enfants d'écoles confessionnelles sont endoctrinés. Ils apprennent les châtiments corporels contenus dans la charia. Jacques Cardot sera en direct avec nous. Les régimes amaigrissants sont globalement inefficaces, voire nocifs, même les plus médiatiques. C'est la conclusion du premier grand rapport de l'Agence de sécurité alimentaire sur le sujet. 15 régimes sont passés au crible. Le professeur Tougnan de l'hôpital Trousseau nous en dira plus. Enfin, le dossier de cette édition sur les services à la personne, garde d'enfants, jardinage, cuisine. On dit que ce sont les emplois de l'avenir, y compris les plus inattendus. Notre enquête tout à l'heure. Bienvenue dans ce journal. L'hiver s'est donc installé avec un mois d'avance aujourd'hui en France, des températures plus basses et surtout de la neige en plaine. Elle est tombée sur un gros quart du pays, en particulier dans l'Est. Karine Komadzi, Vivien Roussel. C'est l'invitée surprise, celle qu'on n'attendait pas avant un mois. La neige est tombée, parfois en abondance, 10 cm dans la Meuse, de quoi retarder l'arrivée du courrier. Ça a été assez difficile, oui. On met beaucoup plus de temps à distribuer et puis la route n'est pas trop dégagée. Pas dégagée non plus les pistes de l'aéroport de Metz, où 3 avions ont été retardés. Le personnel et l'équipement n'étaient pas prêts. La piste ensuite était bonne vers 7h30. Il y avait 1 heure de retard, ce qui est assez normal face à ce type d'intempéries. Mais ensuite, effectivement, on a eu la dégivreuse, donc pour traiter les avions avec du glycol chaud, qui est également tombée en panne. Il y en a au moins pour qui cette neige précoce est une bonne surprise. Ça fait 1 semaine qu'ils n'arrêtent pas d'en parler et c'est vrai que dès que les premiers flocons sont tombés, ce matin c'était la fête, quoi. C'était vraiment, ils étaient heureux, comme on l'a tous été quand on était enfants. En route vers la Champagne, là aussi la neige a pris tout le monde de court. Jusqu'aux employés municipaux chargés des animations de Noël. Blanche-Neige, ses 7 nains et le faux manteau blanc ont été rattrapés par les événements. On se demandait même si on devait continuer à mettre de la fausse neige puisqu'il y en a de la vraie. J'ai déjà vu de la neige au 1er mai aussi, de plusieurs années. Aussi. Vous voyez, donc, J'ai vu autrefois, en culture, on avait de la neige, on a eu de la neige le 27 octobre. Et oui, il faut remonter à 2005 pour voir la neige avec un mois d'avance sur le calendrier. De quoi avoir envie d'immortaliser par un joli cliché. Oui, de la neige aussi en quantité en Grande-Bretagne où plusieurs régions ont été partiellement paralysées avec des écoles fermées, des routes impraticables, notamment du côté de Newcastle. Plus au nord, en Écosse, des automobilistes sont même restés coincés dans leur voiture. Bonsoir Tania Young. Bonsoir David. Est-ce que c'est exceptionnel pour la saison? Alors plus ou moins, c'est vrai qu'a priori, on attend plutôt la neige au mois de décembre en France. Pour retrouver ce type de phénomène, il faut remonter tout de même au mois de novembre 2005, comme nous l'a dit Karine Komadzi. Est-ce que cela va durer au-delà du week-end? Alors la semaine prochaine, le froid va durer, ça c'est sûr. En ce qui concerne la neige, c'est très incertain. Peut-être que mardi, il neigera des Charentes à l'Alsace, mais ça reste à préciser, ça. Dernière chose, est-ce que cette arrivée précoce du froid, de la neige, annonce un hiver rigoureux, comme on le dit parfois? D'une certaine manière, oui. Alors vous le savez, Météo France fait des prévisions saisonnières qui nous donnent la tendance à 3 mois. Donc cette année, on attend un hiver plus froid et plus sec que d'habitude, mais attention, ce ne sont que des moyennes et ça peut beaucoup varier en fait d'un endroit à l'autre. Tania Young, merci pour ces précisions et on vous retrouve à la fin de ce journal, bien sûr, pour un bulletin complet. Autre actualité de cette journée, elle est économique avec ces études qui mettent en évidence un déséquilibre entre les profits et les salaires dans les grands pays occidentaux. Depuis la crise financière, les premiers sont repartis à la hausse, tandis que les seconds stagnent. Les grands groupes notamment font la part belle aux actionnaires. Alors faut-il augmenter les salaires? Oui, répondent de plus en plus d'économistes. Jean-Paul Chapelle, Abdelzouiwesh. Des manifestations pour revendiquer une augmentation de salaire en Europe, ce n'est pas nouveau. Ce qui l'est plus, en revanche, c'est que plusieurs entreprises allemandes se disent prêtes désormais à lâcher du lest, reconnaissant ainsi que les salariés ont déjà fait suffisamment de sacrifices.
En France aussi, les économistes de droite comme de gauche estiment qu'il est temps d'augmenter les salaires pour soutenir la consommation. Le problème, c'est que quand la consommation est faible, eh bien les entreprises n'investissent pas beaucoup. Et donc on risque d'entrer dans un cercle vicieux finalement dans lequel s'auto-entretiennent la faiblesse de la consommation, la faiblesse de l'investissement, qui au final affaiblira le potentiel de croissance du pays. C'est que depuis 2 ans, le taux de profit des entreprises est reparti à la hausse. Tandis que dans le même temps, la part des salaires, elle, a légèrement fléchi. Cas extrême du CAC 40, l'entreprise Vallourec a distribué à ses actionnaires des dividendes en hausse de plus de 1000% sur 5 ans, tandis que les salaires n'augmentaient que de 35%. Pour France Télécom, c'était plus 462% pour les dividendes, plus 19% pour les salaires. Selon le patronat, il est encore trop tôt pour redistribuer les profits. Les entreprises françaises s'estiment moins compétitives que leurs concurrentes. Une des pistes serait d'encourager l'actionnariat des salariés pour qu'ils puissent avoir leur part des profits de l'entreprise, mais ce dispositif ne concerne en France que 2 millions de salariés. L'économie, encore une page se tourne sur le marché de l'électricité. La réforme a été votée. EDF va devoir céder le quart de sa production nucléaire à ses concurrents, GDF Suez, Poweo, Direct Energy. Il s'agit justement de favoriser la concurrence. Alors concrètement, quelle sera l'incidence sur nos factures? Explication Yves Ginca. Pour conserver ses fromages à bonne température, ce commerçant consomme 3 fois plus d'électricité qu'un foyer. Il y a 4 ans, il a quitté EDF pour la concurrence. On a changé de fournisseur, on est passé à un fournisseur privé. Et fin de compte, du coup, on paye un petit peu moins cher. Résultat, 5% d'économie sur sa facture annuelle. Et ce n'est peut-être qu'un début. La réforme du marché de l'énergie oblige désormais EDF à vendre un quart de son électricité nucléaire aux opérateurs concurrents. Le prix sera fixé par le gouvernement, mais il ne devrait pas être trop cher afin de favoriser la compétition entre fournisseurs privés. Pour celui-ci, c'est une bonne nouvelle. Franchement, c'est le même, je suis sûr de moi. Jusqu'aujourd'hui, ça n'était pas rentable parce que les conditions de marché n'étaient pas réunies. Cette loi va tout changer. Elle va permettre à la concurrence de s'exercer. Mais le prix de marché ne sera pas non plus trop bas. Après 40 ans de production d'électricité nucléaire, EDF a besoin d'investir massivement dans son parc de centrales. Enfin, pour les clients d'EDF, la réforme aura aussi des conséquences. Le tarif réglementé qui profite à 95% des particuliers devra s'aligner sur le nouveau prix de marché. Il devrait donc augmenter de 11,4% l'an prochain. Quant au tarif réglementé réservé aux entreprises, il sera supprimé en 2015. L'actualité judiciaire avec une audition très attendue dans l'affaire Karachi, celle de Dominique de Villepin. Après cette déclaration fracassante, il avait lui-même souhaité témoigner devant le juge Van Ruymbeck. Une audition qui a duré plus de 5 heures. Grosse cohue, vous le voyez à la sortie. Alors avant de retrouver Dominique Verdaillan, je vous propose d'écouter l'ancien Premier ministre. C'était il y a 1 heure. J'ai souhaité apporter mon témoignage au juge Van Ruymbeck, comme je le ferai dans les prochains jours auprès du juge Trévidic. J'ai indiqué au juge Van Ruymbeck qu'il ne pouvait y avoir, à mon sens, aucun lien entre l'attentat de Karachi et l'arrêt décidé par le président Jacques Chirac du versement des commissions. Bonsoir Dominique Verdaillan, vous êtes sur place. En quoi cette audition a-t-elle fait avancer l'enquête ? Écoutez, il y a une semaine, les mots de Dominique de Villepin étaient d'une toute autre nature. Vous vous en souvenez, il parlait de très fortes suspicions de versements illégaux à des personnalités politiques ou non. Alors le juge Renaud Van Ruymbeck pouvait s'attendre à ce que Dominique de Villepin donne des prémices de preuves ou même des noms. Ce fut un silence total de la part de Dominique de Villepin, d'après un témoin de la scène. Alors ce soir, avec cette très courte déclaration, après 4h30 d'audition, on a surtout l'impression que Dominique de Villepin cherche à creuser un fossé entre le volet financier politique du dossier et l'attentat de Karachi proprement dit. Pas sûr donc que l'ancien Premier ministre ait répondu aux attentes des victimes.
Dominique Verdaillan au Palais de Justice à Paris. Merci Dominique. L'actualité judiciaire avec le procès d'une bavure. C'était à Montfermeil. Il y a 2 ans, des policiers avaient été pris pour cible. Dans la foulée, une interpellation avait tourné au tabassage. La scène avait été filmée. Tout à l'heure, le parquet a requis de 6 à 8 mois de prison avec sursis contre les 2 membres des forces de l'ordre jugés cet après-midi. Arnaud Comte. Les 3 policiers poursuivis arrivent au tribunal de Bobigny, les visages fermés. Bonjour monsieur. France 3 Île-de-France. Sans dire un mot. Monsieur, c'est bon. Madame, stop. Ils comparaissent pour avoir frappé en octobre 2008 un homme de 20 ans alors qu'il était menotté. La scène avait été filmée par un vidéaste amateur. On y voit un policier asséner plusieurs coups de matraque. Quelques minutes plus tôt, dans cette cité sensible de Montfermeil, les policiers avaient été la cible de jets de projectiles, mais la victime présente au procès a toujours nié y avoir pris part. Aujourd'hui, le jeune homme parle de bavure policière et demande justice. C'est pas la première fois qu'ils font ce genre d'intervention. Je les appelais comme ça, excusez-moi, des délinquants policiers. Parce que voilà, j'ai travaillé avec des policiers, ils sont pas tous pareils. Et voilà. L'un des policiers poursuivis a expliqué à la barre qu'il s'agissait de légitime défense. Leurs avocats réclament la relaxe. Il est certain qu'une condamnation serait une légitimation de toutes les violences commises contre les fonctionnaires de police. Cela voudra dire tout simplement que la chasse aux flics est ouverte. Qualifiant les faits d'inacceptables, le procureur a requis des peines de 6 à 8 mois de prison avec sursis. En bref, à propos de justice, un hommage aux détenus morts en prison a réuni une trentaine de personnalités tout à l'heure sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro à Paris. Parmi elles, Christine Boutin, l'humoriste Christophe Alévêque ou encore Monseigneur Dubost. Ils ont égrené un à un les noms des 182 personnes décédées cette année dans les geôles. La plupart se sont suicidés. Et voici, à ce sujet, des scènes étonnantes. Vous allez découvrir la prison réputée la plus dure des États-Unis, la plus dure et la plus humiliante sans doute, des détenus chaînes aux pieds qui dorment sous la tente, parfois pour de simples délits, des vols ou la conduite en état d'ivresse. En Arizona, envoyés spéciaux Maryse Burgot, Laurent Desbois. Impossible de les rater sur cette route de l'Arizona. Tenues rayées et chaînes aux pieds, ces détenus sont là pour être vus. Une exposition, une punition publique, voulue par le shérif du comté. Si un passant arrive, elles ne doivent pas le regarder, elles doivent se concentrer sur leur travail. Et ces femmes sont très fières de ce qu'elles font pour la communauté. Impossible pourtant de croire ce discours sur la fierté. Ces femmes ne sont pas de dangereuses criminelles. Elles ont été condamnées à des peines de prison de moins d'1 an, parfois pour conduite en état d'ivresse ou possession de drogue. On ne m'y reprendra pas. Je trouve ça très humiliant. J'essaye d'éviter le regard des gens. Même traitement pour les hommes condamnés à de courtes peines. Et voici la prison. Des lits superposés installés sous des bâches militaires. Pyjama de bagnard et chaussettes roses acidulées. Une couleur censée humilier les condamnés. Pas d'air conditionné, pas de chauffage. 55 degrés l'été, mais un froid glacial en hiver. Faut surtout jamais revenir. Restez loin d'ici. C'est vraiment pas un bon endroit. On n'aime pas le shérif. Il est méchant. D'ailleurs, on ne le voit jamais ici. Peut-être qu'il a peur de venir. En fait, il s'appelle Joe Arpaio et il n'a peur de rien. Sa carte de visite est sa grande fierté, être le shérif le plus dur des États-Unis. Pour moi, une prison n'est pas un hôtel Hilton. On ne va pas gaspiller de l'argent pour bien traiter les détenus. Et s'ils mangent de la merde, ça leur passera l'envie de revenir. C'est leur problème. Pour économiser l'argent des honnêtes contribuables, le shérif ne distribue plus que 2 repas par jour à ses prisonniers. Ça ne suffirait même pas à nourrir un moineau. 11 centimes d'euros par repas en moyenne, un prix de revient imbattable. Sandwich au beurre de cacahuètes, orange et lait froid. Ici, tous les détenus travaillent, entre autres à la lingerie, mais ils ne sont pas payés. Des conditions censées décourager la récidive. Pourtant, beaucoup de ces hommes, condamnés parfois pour violence conjugale, reviennent ici pour la 2e, la 3e
voire la 4e fois. Sur ces terres de l'Arizona, dans l'ouest américain, ces méthodes musclées font quasiment l'unanimité. La preuve, le shérif à l'origine de ces tentes a été réélu 5 fois à une écrasante majorité. À l'étranger encore et en bref, des manifestations mouvementées en Italie. Des étudiants ont occupé aujourd'hui plusieurs sites touristiques pour protester contre le projet de réforme de l'université qui prévoit notamment des suppressions de postes. La célèbre tour de Pise ici a été investie, même chose pour le Colisée à Rome. Un étudiant a été blessé à Florence lors de heurts avec la police. Au Cambodge, les larmes à peine contenues du Premier ministre Hun Sen. Il a présidé aujourd'hui une cérémonie en hommage aux victimes de la bousculade de Phnom Penh. C'était lundi soir. Drapeaux en berne, école fermée. Le bilan définitif fait état de 347 morts. On en vient en Grande-Bretagne à ce documentaire de la BBC qui secoue le pays tout entier. Des milliers d'enfants d'écoles confessionnelles apprennent comment appliquer les châtiments corporels contenus dans la charia. Sur place, Jacques Cardot, Stéphane Guillemot. L'enseignement de la charia en Grande-Bretagne, c'est une réalité que démontre ce reportage. Les journalistes se sont d'abord procuré les manuels scolaires de 40 écoles privées musulmanes. Ils les ont piochés dans les bibliothèques concernées avant de faire analyser ces 12 années de programme scolaire par Neil Robinson, un théologien expert en lecture du Coran. Dans ce livre pour élèves de 15 ans, par exemple, on explique quelles sont les punitions à appliquer en cas de vol. Un voleur aura la main coupée pour un premier crime et le pied tranché pour un deuxième crime. Les enfants apprennent aussi comment couper les membres. Et pour les actes homosexuels, la sanction est encore plus dure. La punition selon ce livre, c'est le meurtre ou l'exécution. Il peut y avoir débat sur la façon d'appliquer cette sentence. Cela peut être de brûler vif, de lapider ou encore de jeter la personne du haut d'une falaise. Dans cet ouvrage, des enfants de 6 ans doivent compléter des cases afin d'écrire que les non-musulmans sont condamnés à périr dans le feu de l'enfer. Selon l'enquête de la BBC, ces livres sont distribués par les services culturels de l'ambassade d'Arabie Saoudite installée à Londres. Ils font partie du cursus enseigné en Arabie Saoudite. Les Saoudiens confirment, mais précisent qu'il s'agit de cours du soir ou du week-end. Or, ces cours-là ne sont pas soumis au contrôle de l'éducation nationale en Grande-Bretagne. Cela concerne 5000 enfants. Leur argument, c'est de dire que tout cela doit être vu dans un contexte historique. C'est peut-être quelque chose d'acceptable dans d'autres pays, mais pour moi, ce n'est pas le genre de manuel scolaire qui doit circuler dans les écoles anglaises. L'argument historique, c'est aussi ce qui a été avancé pour justifier un nouveau code vestimentaire imposé dans cette école londonienne à la rentrée. Ici, les jeunes filles peuvent porter un simple voile dans la cour, mais sur le chemin de l'école, donc à la vue des hommes, elles doivent se recouvrir complètement. Le niqab et le hijab sont vivement recommandés. Une première en Grande-Bretagne qu'aucun parent n'a voulu défendre devant nous. Est-ce que je peux vous parler ? Pourquoi personne ne veut expliquer ce projet? Parce que vous allez mal l'interpréter. La problématique de ces écoles privées et religieuses, et dont certaines ne sont pas soumises au contrôle, pousse certains parlementaires à demander un durcissement de la législation. Je voudrais que le ministère concerné retire le droit d'enseigner à ces écoles qui approuvent ces règles. C'est détestable, par exemple, qu'au XXIe siècle, les filles soient forcées de couvrir leur visage. Ces écoles, souvent financées par des fonds étrangers, sont en pleine expansion en Grande-Bretagne. Bonsoir Jacques Cardoz, on vous retrouve en direct. Comment les Britanniques ont-ils réagi après la diffusion de cette enquête à la télévision ? Eh bien, les réactions sont vives, à commencer par celle de la communauté musulmane elle-même. Il y a 3 millions de musulmans ici en Grande-Bretagne et 95% d'entre eux ont fait savoir qu'ils étaient contre l'enseignement de la charia dans ces écoles coraniques du pays. Il y a eu évidemment débat au sein de la presse d'opinion, débat également au sein de la classe politique. Le ministre a dû s'expliquer, il exige un rapport sur ces écoles privées. Il veut aussi pouvoir faire modifier la législation parce que vous l'avez compris, tout le problème c'est que les services du gouvernement n'ont pas forcément les moyens de contrôler le contenu pédagogique de ces écoles. Je dirais d'un mot que les Britanniques sont toujours très attachés à leur modèle communautaire, mais qu'il y a pour eux des limites à ne pas dépasser.
Jacques Cardoz à Londres. Merci Jacques pour ces explications. La politique en France avec cette petite phrase remarquée de Nicolas Sarkozy qui poursuit ses visites au monde agricole pour tenter de réconforter un secteur en crise. Il a évoqué les omni-embêtements d'un omni-président. On l'écoute. Moi, vous savez, le matin, quand je me lève, il me faut un moral fantastique. Parce que, franchement, quand je lis les journaux, à la première page, je vais trop vite, à la seconde, je vais trop lentement. Et croyez bien, quand on est président de la République, les dossiers qui arrivent sur ma table, c'est vraiment les plus compliqués. Hein? Même omniprésident. Ça me réserve les omni-embêtements. Ça j'ai bien compris que ça fonctionne dans l'ensemble. En bref, la France ne renonce pas à retrouver l'épave de l'Airbus du vol Rio-Paris, 1 an et demi après la catastrophe qui a fait 228 morts. Une nouvelle phase de recherche, la 4e, sera menée en mer. Elle commencera en février. L'objectif reste le même, mettre la main sur les boîtes noires pour tenter d'expliquer le drame. Il est 20h18, restez avec nous. À suivre, les régimes amincissants dans le collimateur. La première grande étude publique conclut à leur inefficacité, voire leur nocivité. Reportage et explications avec le professeur Tougnan. Le dossier de cette édition sur les services à la personne, garde d'enfants, jardinage, cuisine et bien d'autres choses. On dit que c'est le gisement des emplois de demain. Et puis John Lennon, Marilyn, Fernandel, jamais la publicité n'a autant recruté les stars disparues. Pourquoi? Comment? Notre enquête à suivre. D'abord donc cette étude sur les régimes pour mincir. Depuis des années, les associations de consommateurs réclamaient ce travail à l'Agence de sécurité sanitaire des aliments qui fait référence. Eh bien c'est chose faite et les conclusions sont sévères. Explication José Blanc-Lapierre, Régis Maté. Tout d'abord, un chiffre qui pèse lourd. Presque un Français sur 4 se serre la ceinture et se lance dans un régime, les messieurs compris. J'ai réussi à perdre au moins une quinzaine de kilos. Vous arrivez à vous y tenir, c'est ça le plus dur, non? J'arrive à m'y tenir. Pourtant, il y a beaucoup de déçus des régimes. Oui, j'ai perdu 2 kilos et une fois que j'ai réintégré les aliments qu'il fallait, j'ai pris 1 kilo en plus de mon poids initial. C'est l'autre conclusion du rapport. 80% des personnes qui font un régime reprennent du poids un an après. Comme cette jeune femme qui perd 8 kilos en un mois, puis regrossit quand elle arrête les privations. Bilan, 4 kilos de plus qu'au départ. Vu que je sortais d'une période où je me suis restreinte, peut-être que je n'ai pas contrôlé ce que je mangeais par la suite. Et du coup, les kilos, ils sont revenus, mais rapidement, quoi. Aujourd'hui, la ruée sur les régimes inquiète les autorités de sécurité alimentaire. Nous sommes alertés par cette très large diffusion de ces régimes qui sont suivis sans aucun accompagnement et pour lequel, oui, nous disons très clairement qu'il faut faire attention et qu'il faut absolument consulter un spécialiste pour pouvoir prendre la bonne solution. Consulter un médecin car les régimes comportent des risques. Compromettre le capital osseux et musculaire pour les régimes faibles en calories. Porter atteinte aux reins et au foie pour les régimes riches en protéines. Des résultats que l'un des plus célèbres prescripteurs de régimes récuse. Faire un régime, ça n'a jamais tué personne. C'est un régime dans lequel on mange de la viande, du poisson, des légumes. Attendez, qu'est-ce qui peut arriver? Enfin, bon, par contre, des carences. Des carences, oui, des carences, ça peut arriver si les régimes sont très longs. De toute manière, systématiquement, on prend des vitamines. Toute sa vie, cette retraitée a fait le yo-yo. Grossir, maigrir, regrossir. Depuis 3 ans, elle est suivie dans cet hôpital où l'on ne parle jamais de régime, mais de rééducation alimentaire. La tomate, c'est vrai que c'est plus long, ça nécessite un apprentissage, mais au moins, on le fait en phase avec son corps, on peut changer ses habitudes et petit à petit se rapprocher le plus possible de l'équilibre alimentaire. Au moins, avec cette méthode, on est à peu près sûr de ne pas retomber dans le yo-yo et la prise de poids. Progressivement, cette dame a perdu 14 kilos et depuis 1 an, son poids s'est stabilisé. L'aliment dont je ne peux pas me passer, c'est le pain. Vous me privez de pain et je deviens enragée. Donc, bon. Eh bien, c'est la première chose qu'on m'a demandé ici, c'est quel est l'aliment dont vous ne pouvez pas vous passer. Je me suis dit, là, on s'occupe vraiment de moi, on ne me donne pas un truc tout fait. 32% des Français sont en surpoids. Trouver la bonne méthode pour perdre les kilos en trop de façon durable est devenu un enjeu de santé publique.
Bonsoir professeur Patrick Tougnan, vous êtes nutritionniste à l'hôpital Trousseau, une des autorités en la matière. Est-ce que vous partagez les conclusions de cette étude ? Écoutez, ce rapport est absolument remarquable et oui, je partage. Alors je partage, vous avez parlé de l'inefficacité à long terme de ce traitement. Bien sûr. Pourquoi? Parce que chaque individu, gros ou maigre, a un poids qui lui est propre. Et s'il veut maigrir, c'est généralement ce qu'on essaie de faire, il faudra qu'il fasse un régime à vie. On l'a bien vu dans ce reportage, dès qu'on se relâche, on regrossit. Et je partage aussi le côté nocif, mais nocif essentiellement sur les troubles psychologiques que ça peut donner. Une perte de l'estime de soi, ces échecs entraînent une perte de l'estime de soi, ce qui peut aller jusqu'à la dépression. On voit des troubles du comportement alimentaire, même chez les adolescents, chez les enfants, on voit apparaître ça. Quant aux troubles organiques, on parle de carences, notamment au niveau osseux, de problèmes cardiovasculaires. Il faut savoir qu'ils sont assez théoriques, mais néanmoins possibles. Mais professeur, beaucoup de gens ont recours à ces régimes, beaucoup de ceux qui nous regardent, sans doute ce soir aussi. Alors comment expliquer ce succès? Est-ce que ça signifie que toutes ces personnes sont dans l'erreur, qu'elles ont été trompées? Alors ce succès, les canons de la beauté actuelle font qu'il faut qu'on soit mince. Alors je crois qu'il faut bien distinguer deux types de personnes. Il y a des personnes en surcharge pondérale qui ont du diabète, du cholestérol. Il faut qu'elles fassent un régime parce que ça va améliorer leurs facteurs de risque vasculaire, cardiovasculaire. Elles peuvent aussi faire de l'activité physique. À perte de poids égale, faire de l'activité physique, ça améliore encore plus ces facteurs de risque vasculaire. Et puis il y a tous les autres qui ont une surcharge pondérale ou qui n'en ont pas, qui sont jeunes, qui n'ont pas de facteurs de risque, les enfants, les ados, les adultes jeunes. Et ceux-là, ils veulent simplement être conformes au canon de la beauté. Et là, ils ont une alternative. Soit tolérer le regard des autres, soit tolérer le régime avec leurs risques éventuels. Merci, professeur Tougnan, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À propos de santé, voici le résultat de la question de la semaine. Je vous en rappelle l'intitulé à titre personnel. Jugez-vous une contraception définitive envisageable? On en parlait lundi dernier. Réponse non à 58%, oui 36%. Vous avez été plus de 7700 à voter. Merci à tous. Le dossier de cette édition maintenant sur ce qu'on appelle les services à la personne. Pour beaucoup, c'est le principal gisement d'emploi de demain. Le gouvernement en a d'ailleurs fait un de ses principaux axes de travail. Garde d'enfants, jardinage, aide aux personnes âgées et parfois beaucoup plus, vous allez le découvrir. Un salon leur est d'ailleurs consacré. Ils viennent travailler chez vous. Dossier signé Luc Bazizin, Alexis Delcourt. Laurent Veillé s'est fixé une mission, acheter de quoi faire un très bon repas. Bonjour. Je voudrais du filet de bœuf de top qualité. Qu'est-ce que vous auriez à me proposer? Alors là, j'ai du Salers. Mais ses courses, il ne les fait pas pour lui. C'est un cuisinier. Et lui ne travaille pas dans un restaurant, il se déplace chez les particuliers. Je pense qu'on a de plus en plus de besoin de service à l'époque où on vit. Tout le monde travaille, tout le monde court après le temps. Et puis c'est plaisant d'avoir un chef dans sa cuisine quand même. Direction la région centre, à 300 km au sud de Paris, à Châtillon-sur-Indre. Là, Laurent Veillé prépare le repas des 35 ans de mariage de Bernard et Odette Poitvin avec leurs deux invités. En cuisine, chacun profite d'une leçon au coin du feu. Et puis du coup, on en met moins parce que ça va pas pénétrer à cœur. Je fais vraiment le métier de cuisinier de la façon qui me plaît le plus. C'est-à-dire d'être avec les clients en présence de leurs réactions, de pouvoir constater s'ils ont aimé la cuisine. Et étonnant, avoir un chef dans sa cuisine permet de bénéficier d'un avantage fiscal puisqu'il s'agit d'un service à la personne. Alors je vous souhaite bon appétit. Merci. Se faire servir à domicile, c'est formidable. Je suis très heureux d'être là. Vous avez l'impression d'être au restaurant? Oh oui. Avec l'avantage de voir cuisiner. Finalement, l'addition n'est pas plus salée qu'au restaurant. Pour une ardoise de 60 € par personne, vous pouvez en fait déduire la moitié de la main-d'œuvre du cuisinier, comme pour tous les services à la personne, soit 20 € de moins, ce qui vous fait finalement un total réel payé de 40 €. Et on compte en France 2 millions de salariés dans les services à la personne. Françoise Athias, elle, est auxiliaire de vie. Bonjour Madame Lévy. Elle se rend chez Messodi Lévy 3 fois par semaine pour les tâches ménagères. Âgée de 73 ans et souffrant d'insuffisance respiratoire, Madame Lévy n'imagine pas d'autre solution. Je me suis habituée à elle. Mon métier est surtout d'aider, de stimuler, d'encourager ces personnes, les garder dans leur lieu de vie. Et pour les particuliers, la réduction fiscale est limitée à un plafond de 6 000 € en moyenne.
Mais en fonction du service rendu, le montant maximum de la réduction fiscale annuelle diffère. Il est en fait minoré pour le bricolage, l'assistance informatique ou le jardinage. En revanche, il est majoré pour la garde d'enfants, les plus de 65 ans ou les personnes invalides jusqu'à 10 000 € de réduction par an. Des métiers variés qui permettent aussi de créer du bonheur réciproque. Une fois n'est pas coutume, on va maintenant parler de publicité. Une publicité qui en dit long, souvent sur notre époque. Vous l'avez peut-être noté, on voit de plus en plus apparaître des stars disparues pour faire vendre. John Lennon, Steve McQueen, Fernandel, en ce moment, leur bonne image semble éternelle. Pourquoi? Romain Bouty, Philippe Jasselin. C'est presque une deuxième carrière sur le petit écran. 30 ans après sa disparition, Steve McQueen fait encore les beaux jours des publicitaires. Aux côtés du pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, pour une marque de montre ou pour une marque de voiture, l'acteur américain, symbole de l'élégance, voit régulièrement ses films détournés pour des publicités. Et depuis Marilyn Monroe et Chanel il y a 10 ans, les concepteurs ont toutes les audaces. Ici, John Lennon, dont une interview est transformée, détournée également, pour vanter les mérites d'une voiture française. Les stars disparues, un très bon filon, les tarifs sont moins élevés. De 1 à 10, on va dire, le rapport entre un George Clooney et un Steve McQueen. Une marque devra donc débourser 600 000 € pour s'offrir un Steve McQueen, là où un George Clooney coûte entre 3 et 5 millions d'euros minimum. Et contrairement aux stars vivantes, ni paparazzi ni scandale comme Tiger Woods, et sa vie privée est allée au grand jour. L'image des célébrités disparues, elle, est figée dans le temps. Il y a des exemples de stars qui ont été utilisées par des marques et qui ont eu des accidents de parcours. Ça fait partie du risque. Malheureusement, effectivement, avec un peu de cynisme, une star décédée, par définition, ne peut plus déraper. Ils ne sont surtout pas là pour voir comment leurs valeurs sont parfois récupérées. Que penserait par exemple Picasso s'il se voyait associé à un monospace, lui qui n'avait même pas le permis et détestait les voitures? Et que dire d'Einstein, Martin Luther King, Maria Callas, mais surtout Gandhi, apôtre de la non-consommation, devenu malgré lui un produit marketing post-mortem. Les artistes vivants et a fortiori les morts touchent en quelque sorte de moins en moins. Donc leurs héritiers, eh bien, faute de vendre les chansons d'arrière-grand-papa ou de tonton décédés, en revanche, l'image, elle vaut de l'argent. L'argent, une question taboue que les héritiers refusent souvent d'aborder. Josette Contandin, 84 ans, est l'une des filles d'un des plus grands acteurs du cinéma français, Fernandel. Il y a 5 ans, elle a accepté de vendre l'image de son père pour une saga publicitaire d'une marque d'huile d'olive. Je peux venir ce soir regarder le foot chez toi? Tu parles, tu viens juste pour le dîner. Ah non, j'adore le football et tous tes potes. Et ça correspondait aux valeurs de votre papa? Surtout à sa façon de faire et à sa façon de vivre et de jouer. C'est ça qu'il faut voir. Il correspondait bien à son rôle. Enfin, il arrivait très bien à nous traduire cette façon, la bonne chair, tout ça, le soleil, tout ça, l'huile d'olive, enfin, c'est ça. Pour les héritiers comme pour les publicitaires, ressusciter les stars, c'est l'assurance d'un jackpot financier qui n'est pas prêt de s'arrêter. Je te dis de t'arrêter! Mais non, va chez Paul! Arrête-toi! Voilà, avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la neige. En novembre, de la Bourgogne à la Lorraine, il est tombé jusqu'à 10 cm aujourd'hui en plaine, avec des vols retardés, des routes encombrées. Ça devrait continuer dans les jours qui viennent. Et puis, cela fait 331 jours qu'Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs sont retenus en otage en Afghanistan. Nous ne les oublions pas, ainsi que les 6 autres otages français retenus dans le monde. Merci à vous tous. La météo, on retrouve Tania Young qui nous reparle de neige. 20h35, envoyé spécial Guylaine Chenu, Françoise Joly. Demain 13h, Élise Lucet. À 20h et tout le week-end, Laurent Delahousse. Je vous souhaite une très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.